central dans la culture des jeunes ou dans les affaires. Donc, chaque marché criminel génère ses propres pratiques et est différent. Pas seulement dans des pays différents, mais dans les endroits différents d'un même pays. Il y a des endroits en Angleterre, par exemple, qui n'ont pas la culture de la cocaïne. Et il y a d'autres endroits en Angleterre où la cocaïne est extrêmement populaire. Et encore une fois, ça a rapport avec le marché. Si vous regardez le prix de la cocaïne, c'est le même prix maintenant qu'il y a 10 ans. En fait, c'est même occasionnellement moins cher. C'était 50 livres il y a 10 ans, maintenant c'est 40 livres. Ça n'est pas cher. Il y a 10 ans, c'était considéré comme assez cher. Donc, vous avez une mode, vous avez des prix, vous avez des tendances qui émergent sur les marchés criminels de la même façon qu'ils l'ont fait sur les marchés légaux. L'un des plus importants facteurs isolés ayant influencé le crime organisé en Angleterre et dans le reste de l'Europe fut la chute du communisme. Non seulement les murs politiques se sont effondrés, mais la division économique entre l'Est et l'Ouest a également disparu. Avec chaque coup de massue symbolique, l'Europe commença le processus de l'unification. Un marché, une monnaie, une Europe et une nouvelle cible pour le crime organisé. Le marché du crime organisé est identique à celui des affaires illégales. Et il s'est mondialisé, et c'est surtout à cause de la drogue. Donc, si quelqu'un veut s'impliquer dans la drogue en Angleterre, il va devoir lier partie avec les groupes criminels d'outre-mer. C'est comme ça que ça marche. Et c'est certainement le fait qu'en Angleterre, chaque nationalité a son propre groupe criminel. Qu'on parle des Libanais, des Russes, des Colombiens, des Allemands, ils ont tous leur propre groupe criminel. Et il y aura certainement une influence sur la société britannique. Cependant, il est très important que nous mettions l'accent sur le fait que la grande majorité des criminels en Angleterre sont indigènes. Ils sont nés ici. Nous n'avons pas de criminels russes dans la rue, il n'y a pas de cambrioleurs appelés Boris par exemple. Nous avons nos propres cambrioleurs, nous avons nos propres dealers. Mais certainement, je pense que ce que nous avons vu, c'est l'influence de l'argent du crime organisé étranger sur nos rues. Des pays tels que la Hollande, la Belgique, l'Allemagne et la France ont tous dû s'adapter à la nouvelle Europe, ce qui signifie que même les affaires illégales ou le crime organisé a dû faire face à une compétition grandissante venue de ce qui était l'Europe du bloc de l'Est. Les services de renseignement britanniques sur le crime pensent que le crime au Royaume-Uni a tellement changé dans les dernières années que ce qu'il affronte aujourd'hui est essentiellement l'Eurocrime. De façon générale, comme je le dis, ce sont les criminels britanniques qui gèrent le crime organisé à l'intérieur du Royaume-Uni. Nous avons beaucoup d'autres groupes. Les groupes les plus larges sont ceux de... Nous les appelons les groupes turcs. Mais ils viennent de toute cette partie d'Europe. Ils sont responsables d'une grande majorité, quelque chose comme 90% des importations d'héroïne. Bien sûr, l'héroïne est un des plus gros marchés en ce moment et le plus rentable. Et nous voyons des signes que d'autres nationalités s'implantent. Et chaque groupe ethnique amène son propre crime. Nous voyons ça dans l'immigration illégale, par exemple. Certains groupes font entrer des gens de leur région d'origine. Le criminologue belge Cyril Figenot dit qu'il y a des signes que le crime s'est mondialisé, surtout du côté de la Russie. Mais il met en garde contre une exagération de la menace. Beaucoup de gens parlent de la menace de la mafia russe, de la mafia rouge russe. Et en effet, dans la partie nord-est de l'Europe, nous voyons des signes clairs de ça, particulièrement sous forme d'assassinats, d'extorsion et dans une certaine mesure d'opérations de blanchiment d'argent. Et dans ces villes particulièrement, ou ces régions, où vous avez déjà traditionnellement une communauté russe plus ou moins large, il est assez facile pour les mafieux russes ou la mafia rouge de se cacher pour construire des ponts vers d'autres pays. Mais dire que les Russes ou la mafia russe est une très grande menace pour l'Allemagne, la Hollande ou la Belgique, ce serait une grosse exagération. Si vous regardez la dernière analyse faite par les services de police belges ou bien hollandais ou encore allemands, alors vous en viendrez, je pense, à la conclusion que 5, 6, 7% des affaires dont ils se sont occupés étaient reliées à la mafia russe.
Le professeur Dick Hobbs de l'université de Durham rejoint ce sentiment d'exagération de la menace étrangère. Nous devons être très prudents en accusant des étrangers de crimes organisés. Et c'est une tendance répandue dans certains services de police, certains services britanniques. Si vous accusez des étrangers de crimes organisés, ça crée plus un choc, ça crée plus une panique, et le résultat sera que vous verrez vos budgets s'envoler pour faire face à ce terrible problème qui vient d'outre-mer, à l'opposé des criminels indigènes, plutôt mondains et ennuyeux, qui sont là depuis un long moment. Il n'y a pas de bonne histoire là. Donc, je pense que nous devons être prudents dans notre façon de crier au loup à tout bout de champ, quand précisément nous avons un bon mélange de bandits dans ce pays, dont une partie est effectivement étrangère, mais dont la grande majorité sont des natifs. Au-delà de la Manche, il semble que natif soit aussi le slogan du crime organisé, comme l'explique l'auteur de nombreux livres, Bob Bottom. Le monde souterrain français, pas le clandestin, le souterrain, est assez puissant à ce titre. Et je ne pense pas qu'ils aient laissé beaucoup de place pour qu'un quelconque intrus puisse s'établir solidement. À l'exception du fait qu'en certaines occasions, vous verrez que les criminels français peuvent s'allier avec des criminels italiens ou belges, ou en particulier parfois avec des Britanniques pour enlever quelque chose. Il se peut que ce soit plus dans le domaine du braquage de banque ou dans la fraude commerciale, mais généralement, en termes de crimes organisés, ils courent leur propre course sur leur propre sol. Selon le professeur Dick Hobbs, les criminels opérant dans une Europe sans frontières ne peuvent pas se permettre de rester insulaires. L'abaissement des frontières a eu une influence. C'est plus facile de se déplacer en Europe maintenant. C'est plus facile d'aller chercher des bonnes choses au-delà des frontières. En termes d'ordre, en revanche, il y a de sérieux problèmes, en ce sens que l'Union européenne essaie de s'adapter aux nouvelles occasions criminelles qui apparaissent. Mais il y a tant de juridictions différentes, nous sommes encore bien loin de toucher au but, où la police en Europe pourrait traverser les frontières et les juridictions avec la même impunité que les criminels. Quand les barrières sont tombées entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, elles ont permis l'expansion de groupes d'extrême droite. Derrière la façade de racisme, cependant, se tiennent souvent des bandits de la vieille école qui exploitent les peurs et les frustrations des gens. Certains scientifiques sociaux pensent que l'Europe d'aujourd'hui présente tous les signes d'un véritable problème dans l'avenir, avec un nombre grandissant de gangs de rue. Professeur émérite à l'Université de Californie du Sud, le professeur Malcolm Klein, qui a passé sa vie à étudier les gangs en Amérique et ailleurs, dit que l'Europe présente un paradoxe. Nous avons regardé la situation des gangs en Europe assez récemment. J'ai eu la chance d'être là-bas pour voir ce qui se passait. Nous parlons du paradoxe de l'Eurogang, qui signifie réellement que beaucoup de villes européennes, beaucoup de fonctionnaires européens nient qu'ils ont des gangs de rue, parce qu'ils disent « bon, ils ne ressemblent pas aux Crips ni aux Bloods à Los Angeles, ou ils ne ressemblent pas aux Latin Kings des gangs de disciples à Chicago, donc nous n'avons pas de gang ». Le fait est bien sûr qu'en Amérique, la plupart des gangs américains ne ressemblent pas à ça non plus. Donc, quand vous regardez les vraies structures des gangs américains, ces structures informelles, ces rassemblements informels de jeunes si vous préférez, et ensuite vous regardez ces groupes en Europe qui se sont développés pendant les 10 dernières années environ, vous voyez que l'Europe a des gangs de rue dans quelques villes. Nous avons identifié environ 12 à 15 villes qui ont des problèmes de gangs en Europe, et dont certaines sont surprenantes. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de villes en Europe, bien plus qu'aux États-Unis, qui n'ont pas de gangs.
Donc c'est un phénomène relativement nouveau. Ils ne sont pas bien organisés, ils ne sont pas impliqués dans le trafic de drogue, ils ont peu d'armes à feu et c'est une différence majeure par rapport aux gangs américains. Nous avons parlé avec des chercheurs européens et avons essayé de les amener à regarder les choses en face, de façon à avoir une idée de ce à quoi les gangs européens ressemblent. Ne vous souciez pas de savoir si ça entre ou pas dans la tradition américaine. Il y a un problème grandissant en Europe. Et si les villes européennes continuent de développer des problèmes de sous-classe urbaine avec leurs réfugiés et leurs groupes d'immigrés, elles continueront à accroître leurs problèmes de gangs. Cependant, l'expert criminologue européen, le professeur Cyril Fijnot, pense que l'Europe n'a pas encore un problème de l'ampleur de celui des États-Unis. Nous ne sommes pas confrontés à de tels problèmes de gangs ici en Europe de l'Ouest, ni à Amsterdam, ni à Paris, ni à Berlin ou à Bruxelles, ou nulle part. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de gangs ici. Nous avons vu au cours des 10-15 dernières années le commencement d'un tel développement. Et pas seulement dans les communautés d'immigrés, mais aussi dans la population domestique. Et nous voyons en effet que dans certains quartiers de grandes villes, de jeunes hommes, et parfois de jeunes femmes, se regroupent pour construire quelque chose qui tient du gang et commettre des crimes dans ce contexte. Mais ce large problème de gangs liés au crime organisé, pour établir des familles du crime organisé, comme par exemple dans la communauté chinoise des États-Unis ou dans la communauté vietnamienne, c'est une chose que nous ne voyons pas encore ici. Les autorités européennes adoptent ce qui semble être une attitude plus coopérative que celle adoptée par les forces de l'ordre aux États-Unis. La plupart des pays européens ont adopté une approche de la délinquance et du crime différente de celle que nous avons généralement. Ils sont beaucoup moins punitifs que nous et plus soucieux des aspects sociaux. Par exemple, dans plusieurs pays européens, les enfants ne sont pas envoyés aux forces de l'ordre avant d'avoir eu au moins 16 ans. La police ne peut pas s'en occuper. Ils doivent les diriger vers des agences de services sociaux et des comités de communauté. Donc toute leur approche du travail avec les jeunes est assez différente de la nôtre. Et ça affectera la façon dont ils géreront leurs problèmes de gang. Les gangs de rue sont l'un des visages publics du crime organisé. Faire des affaires ouvertement dans la rue, du deal de drogue, de la contrefaçon et des opérations armées. Mais il y a aussi un visage calme du crime organisé, en Angleterre et en Europe. La zone grise des affaires, où l'illégal et le légal se rencontrent, est d'une importance financière capitale. Toute cette communauté prospère simplement sur ce qu'on appelle une économie de la nuit. Nous avons assisté depuis les années 80 à une véritable révolution, je pense, dans le crime organisé en Angleterre. L'émergence de l'économie de la nuit dans les villes d'Angleterre qui, au départ, s'endormaient à 18 h. Des villes qui furent bâties sur un passé industriel victorien. Et cette industrie a aujourd'hui disparu. Nous vivons dans une ère post-industrielle. La seule façon pour eux d'attirer des investissements est de développer une économie de la nuit. Aujourd'hui, cette économie de la nuit est infiltrée par le crime organisé. Que ce soit le physionomiste à la porte, que ce soit l'approvisionnement en drogue, l'offre de services criminels en général ou que ce soit un débouché pour le blanchiment d'argent illégal au travers de cette économie de la nuit. Les clubs, les pubs, les bars sont devenus des débouchés très importants à développer pour le crime organisé. Et je pense que nous allons le voir, ça va continuer dans les années à venir. Mais le professeur Cyril Fijnot pense que la soi-disant économie souterraine est quelque peu surestimée et trop mise en avant. N'osez jamais soutenir ça, dit Jésus. Et même en Italie, où vous avez les groupements mafieux, surtout dans la partie sud de l'Italie, qui contrôlent dans une grande mesure l'activité économique des villes, là, bien sûr, vous avez un gros problème. Comme dans les grandes villes des États-Unis où les familles de la Cosa Nostra contrôlent le secteur du transport, ou celui de la collecte de déchets, ou celui de la construction, là, bien sûr, vous avez un gros problème. Mais ça n'est pas un problème commun en Europe de l'Ouest pour le moment. Le crime organisé a toujours eu une capacité sinistre à se nourrir des faiblesses humaines.
Aussi longtemps que les gens auront des besoins insatisfaits, le crime organisé rôdera non loin, motivé par l'appât du gain, prêt à faire des désirs une réalité qui a un prix. Les firmes criminelles britanniques et européennes ont, comme des vieux singes, appris à faire de nouveaux tours pour satisfaire les exigences des nouveaux consommateurs dans un monde où le crime ne connaît pas de limites.